Bonjour à tous. Donc je suis prêt à vous raconter la chronique numéro 15. J'ai décidé de traiter du film L'affaire Thomas Crown dans cette chronique. Donc en américain, The Thomas Crown Affair. Réalisé en 1968 et d'une durée d'environ 1h45. Le film est réalisé par Norman Jewison sur un scénario d'Alan Trotzman. Le film est produit par les artistes associés Mayrish Corporation, Simco et Solar. Le producteur exécutif, c'est Norman Jewison lui-même. Et bien sûr, dans le film, on entend la magnifique musique composée par Michel Legrand. Il faut savoir que le film est sorti à Paris à la date du 9 octobre 1968. Donc dans ce film, Steve McQueen interprète le rôle de Thomas Crown. C'est un riche homme d'affaires bostonien. Il a pour partenaire la charmante Faye Dunaway, qui interprète Vicki Anderson. Paul Burke, lui, interprète le rôle de Eddie Malone. Jack Weston joue Erwin Wither. Et je vais vous citer Yaphet Kotto, qui est connu, qui interprète le rôle de Carl. Voilà, je vais arrêter là la distribution. Il y a tellement de gens qui ont participé au film. Je vais passer directement au scénario. Donc Erwin Wither entre dans une chambre d'un hôtel de New York. Un homme caché derrière de puissantes lumières et dont la voix est modifiée l'y attend. Il est le cerveau d'un hold-up pour lequel Erwin est engagé. Ce dernier est chargé dans un premier temps d'acheter un Breakford, puis d'attendre. Thomas Crown, richissime homme d'affaires, est l'organisateur de ce casse. Il prévient par téléphone 5 hommes qui ne se connaissent pas entre eux. Réglé avec une étonnante minutie, le vol a lieu, c'est un succès, mais un seul incident est à déplorer. Un client est légèrement blessé à la jambe. Erwin conduit l'argent à un cimetière. Il est discrètement suivi par Thomas Crown au volant de sa Rolls. Le milliardaire récupère l'argent et savoure seul sa victoire. Les 5 voleurs sont déjà repartis dans 5 états différents. Ils seront payés par mensualité. La police commence son enquête dans la hâte. La somme de 2 683 699 $ et 82 cents ont été dérobés. 32 témoins ont assisté au hold-up, mais aucun indice n'apparaît. Thomas Crown effectue divers voyages en Suisse où il dépose l'argent dans un compte anonyme à numéro. Les assurances ne restent pas inactives et dépêchent leur meilleur agent en la personne de la charmante Vicki Anderson, qui est redoutable. Elle va établir son plan dans 2 directions. D'une part, elle fait paraître une annonce qui promet la somme de 25 000 $ à toute personne qui saurait quelque chose sur cette affaire. D'autre part, elle fait faire un rapprochement entre tous les Américains s'étant rendus en Suisse plusieurs fois depuis le vol, ainsi que les clients et les employés de la banque. Et 5 noms vont sortir de ces recherches affinées. L'un d'eux est Thomas Crown. Vicki a une grande sensation concernant sa culpabilité. Elle s'arrange donc pour faire sa connaissance et lui annonce froidement qu'elle enquête sur lui. Pendant ce temps, la femme d'Erwin tombe sur la petite annonce. Elle signale à Vicki que son mari a, en une journée, acheté cash un Breakford et loué un coffre. La détective vole la voiture, kidnappe l'enfant d'Erwin et le force à tout avouer, c'est-à-dire pas grand-chose au final. Une confrontation entre Erwin et Crown ne donne aucun résultat. Vicki joue alors de la séduction, le jeu de la séduction. Après une troublante partie d'échecs, elle devient la maîtresse de Thomas Crown. Mais l'enquête n'en continue pas moins. Vicki fait surveiller son amant et lui envoie le fisc. Et la police refusant toute transaction, le milliardaire décide de tester Vicki. Il lui annonce qu'il prépare un nouveau hold-up, en tout point similaire au premier. La seule chose qu'il dévoile à la jeune femme, c'est le lieu où il va ramasser l'argent, un cimetière. Le casse a lieu, il tourne mal, mais l'argent parvient jusqu'au 10 cimetière. La police prévenue par Vicki attend. Apparaît la Rolls de Thomas Crown, le véhicule est intercepté, mais en fait est conduit par un simple employé chargé de remettre un télégramme à Vicki, qui dit « Parti de bonne heure, viens avec l'argent ou garde la voiture. Tendre pensée, Tommy. » Le milliardaire, lui, est dans un avion de ligne internationale. Voilà le résumé du film, mais c'est vrai qu'il faut le regarder, les images sont magnifiques, la musique, l'orchestration de Michel Legrand magnifie le film, les plans sont magnifiques, les acteurs jouent formidablement bien, donc c'est un film à ne pas louper. Je vais passer à la partie des critiques sur le film. Bon, j'en ai relevé pas mal.
Dans Télé 7 jours, il était écrit à l'époque, à partir d'un hold-up, le réalisateur de Rollerball a échafaudé une intrigue aussi subtile et passionnante. Il met en scène avec un savoir-faire brillant ce jeu du chat et de la souris, Steve McQueen cynique et charmeur, et Faye Dunaway blonde et raffinée. Dans son livre Steve McQueen aux éditions PAC, François Guérif, lui, concluait « Seul l'avenir dira si le film de Jewison est une brèche dans l'imaginaire ou un produit luxueux au sentiment agréable mais vide. » Dans le New York Post, Archer Winston écrivit « McQueen qui joue avec brio, bondissant avec une énergie débridée et des yeux brillants et inquisiteurs, nous amène à nous demander s'il est conscient d'être à la tête de quelque chose qui sent de très fort le bide. » Dans le New York Times, Renata Adler écrivit « Il y a une longue scène de baiser qui restera dans la postérité et qui est tellement mal mise en scène que l'on se demande s'il ne s'agit pas de deux Estelle et un soir d'été. McQueen est toujours exceptionnel et bien que son rôle soit trop intériorisé et guindé, il saisit toutes les occasions de foncer à travers le désert, de conduire un planeur ou de s'allonger sur une plage pour fournir le jeu décontracté intense qui lui permet de donner le meilleur de lui-même. Dans le New York Daily News, Kathleen Carroll aima le film et McQueen. Elle déclara « McQueen, raffiné, sans son jargon de motard, nous présente une facette complètement nouvelle de son active personnalité. C'est le meilleur rôle qu'il ait jamais eu. » Vous voyez comme quoi les avis sont partagés. Maintenant, je vais passer sur la partie des anecdotes. Donc, il faut savoir que Sean Connery avait été pressenti pour le rôle de Thomas Crown, mais il a décliné l'offre. C'est une décision qu'il dira regretter plus tard. Il faut savoir aussi que Anouk Aimée et Brigitte Bardot avaient été pressenties par Norman Jewison pour le rôle de Vicky Anderson. Mais elles refusèrent et c'est donc Faye Dunaway, dont la carrière venait de prendre son envol grâce au film Bonnie and Clyde, qui hérita finalement du rôle. Il faut savoir que pour le film, Steve McQueen a obtenu un cachet de $750 000. Une autre anecdote, c'est la toute première fois qu'on utilisait le système écran split screen pour un film. En fait, c'est un écran avec plusieurs facettes composées de plusieurs vues à la fois. C'était révolutionnaire à l'époque. Une autre anecdote, donc une Rolls-Royce noire a été utilisée dans le film en 68. Elle avait été commandée en 1967 par le producteur hollywoodien Jerry Bressler. Il s'agissait d'un coupé Silver Shadow Mulliner Parkward. Elle a ensuite été vendue à Sharon Simmons et fut repeinte en 2000 en couleur Oxford Blue. Elle a été revendue aux enchères chez Bonhams et elle serait actuellement exposée au Peterson Automotive Museum. Une autre anecdote, donc dans la scène où McQueen emmène Faye Dunaway dans une course sur une plage déserte à bord d'un buggy Meyers Mans rouge qui possédait un puissant moteur 6 cylindres de Chevrolet Corvair qui était dépourvu de ceinture de sécurité ou encore d'arceau à cage à l'époque. C'était une scène très dangereuse. Bien sûr, elle serait très difficile à exécuter de nos jours avec les assurances et toutes les mesures de sécurité qui sont mises en œuvre maintenant. Il faut savoir aussi que dans la scène du hold-up à la banque, en fait, c'est les vrais clients qui étaient là et ils ne savaient pas qu'ils jouaient dans un film. C'était une caméra qui était cachée en fait. Ça prenait sur le vif la scène. Donc ils ne réagissaient même pas lorsque les cambrioleurs chargent les sacs remplis d'argent et qui sont chargés dans les voitures postées à l'extérieur devant les passants, qui eux ne réagissaient pas non plus, qui ignoraient aussi qu'on les filmait. Une autre anecdote, le film comporte, comme on le sait tous, le plus long baiser du cinéma. En fait, il a fallu 8 heures de tournage pour obtenir cette scène qui en fait ne dure à l'écran que 55 secondes. Il faut savoir aussi que le film a eu un remake en 1999. Ce film a été réalisé par John McTiernan avec Pierce Brosnan qui reprend le rôle de Thomas Crown et René Russo, elle, reprend le rôle de Vicky Anderson. Il faut savoir que dans ce film, Faye Dunaway fait une apparition clin d'œil. Elle joue le rôle de la psychanalyste de Thomas Crown. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que Michel Legrand a gagné l'Oscar en 1969 de la meilleure chanson originale pour l'affaire Thomas Crown. La chanson était chantée par Noel Harrison. Elle était intitulée, bien sûr, The Windmills of Your Minds. Donc en français, on dit Les moulins de mon cœur. Je voulais
Je voulais parler de la rubrique doublage, mais j'ai pas grand-chose à dire, à part que c'est Jacques Thébault qui sublime, qui sublimise, on peut dire, Steve McQueen. Le doublage est magnifiquement interprété. Donc Jacques Thébault double McQueen dans le rôle de Thomas Crown. Il y a Sylviane Mathieu qui double Faye Dunaway, qui interprète le rôle de Vicky Anderson, l'agent de l'assurance. Dominique Tirmont, lui, double Paul Burke, qui interprète le rôle de l'inspecteur Malone. Voilà, je vais pas m'étaler sur le doublage, même si c'est vrai que le doublage français, je trouve qu'il est magnifique. Bon voilà, la chronique numéro 15 est à présent terminée. J'espère une fois encore qu'elle vous plaira et que vous me remontrez vos réactions, vos commentaires ou vos analyses. Elles sont les bienvenues. Un grand merci pour votre écoute. Rendez-vous donc pour la chronique numéro 16 qui est déjà en préparation. Un grand merci à tous et à très bientôt.